Salut, salut et bienvenue sur le Squigord. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un épisode des analyses méta. Cette fois-ci, on va parler des Iron Jaws, et plus particulièrement d'une liste en Bluetooth qui nous sera présentée plus tard dans la vidéo par Juju. Donc cette liste est la suivante. On est d'abord en Iron Jaws, donc on profite de différentes aptitudes d'allégeance. On profite de Mighty Destroyer qui permet, pour un point de commandement, de faire un mouvement si on a plus de 12 pouces de l'adversaire, ou une charge si on a moins de 12 pouces de l'adversaire. Si vous êtes engagé au corps à corps, vous avez le droit à la place de faire un mouvement d'engagement. Vous avez également la règle Smashing on Machine qui vous permet, lorsqu'une unité Iron Jaws détruit à la phase de combat une unité adverse, d'activer immédiatement une unité de votre armée, et donc d'outrepasser l'activation alternée qui a d'habitude lieu en phase de combat. Et cette ligne Iron Jaws, elle est jouée avec la sous-faction Bluetooth, ce qui permet deux choses. La première, c'est d'avoir les Gorgontas en ligne, et donc de ne pas avoir à prendre des brutes ou des hardboys dans votre armée afin d'avoir le minimum de lignes requises dans une liste à 2000 points. Et ensuite, en Bluetooth, à la fin de la phase de combat, toutes les unités Gorgontas qui ont combattu peuvent faire un mouvement d'engagement si elles sont encore engagées au corps à corps, ou bien faire un mouvement normal ou un mouvement de charge, si ce n'est plus le cas. Concernant la composition en termes d'unités de la liste, les unités sont les suivantes. On a tout d'abord en leader deux Mokrocha et deux Warchanters. Donc les Warchanters servent à booster les dégâts de vos unités Iron Jaws, et les Mokrocha sont des unités d'impact et des monstres très résistants, et lorsqu'un mégaboss sur Mokrocha utilise une aptitude de commandement, elle peut utiliser 3 fois au lieu d'une, et donc elle outrepasse les règles de base. Par exemple, vous pouvez faire 3 fois attaque en règle lors de la phase de combat, et donc donner plus un touche à 3 de vos unités. On s'en sert principalement pour faire 3 fois Mighty Destroyer, et donc permettre à l'armée d'avoir une grande mobilité. Une de ces Mokrocha, c'est le général, avec le trait de commandement Mega Bossy. Grâce à ce trait de commandement, on peut faire gratuitement, une fois par tour, une deuxième fois Mighty Destroyer, on peut donc le faire en total 2 fois, et donc faire déplacer 6 unités grâce à cette habitude de commandement. Et ensuite, en termes d'unités, on a un pack de 6 Gorgontas, et 2 packs de 3 Gorgontas. Donc les Gorgontas équipés de Jagged Goraka, qui est l'arme portée 2, Raid-2. Et enfin, petite particularité de la liste, on a 2 unités de 5 Spider Rider, qui sont des unités issues de Battletome Gloom Spike Gits. Ces unités-là servent globalement à faire écran, mais aussi peuvent infliger des blessures mortelles à l'adversaire, sur un 6 non modifié à la touche grâce à leur acte de venin. En termes de bataillon, on a un Battle Régiment, et un camp d'entourage pour profiter d'un deuxième artefact. Ce deuxième artefact, il est sur la deuxième Mokrocha, on a donc l'Arcane Tome pour en faire un sorcier et profiter du sort Mangork. Cette deuxième Mokrocha a également le trait de monture Fast Hunt qui permet, une fois en bataille, de déplacer cette unité à la phase de héros. Donc, en tout, on peut déplacer cette Mokrocha une fois à la phase de mouvement, normalement, une fois à la phase de héros grâce au trait de monture, et une fois encore à la phase de héros grâce à Mighty Destroyer, ce qui rend l'unité très rapide. Maintenant que je vous ai présenté globalement la liste et les mécaniques qui articulent son fonctionnement, on va voir avec un peu plus de précision quelle est l'idée derrière la liste et comment on est censé la jouer. Alors, petite particularité aujourd'hui, l'interview que j'ai faite prédate de la fac actuelle. C'est-à-dire que les Gorgontas, à l'époque, coûtaient 150 points au lieu de 170. Donc la liste qu'on va voir aujourd'hui, elle vaut plus de 2000 points. Mais ce n'est pas un problème, car actuellement la liste est à 2070 points, ce qui veut dire qu'en retirant une unité de chevaucheurs d'arène et gobelins, on retombe sous le seuil des 2000 points, ce qui fait que la liste est parfaitement jouable à l'heure actuelle. Je vous rappelle aussi qu'à l'époque, l'Amulet de Destinée donnait une protection à 5+, et pas une protection à 6+, et donc que maintenant la Mokrocha est moins tanky qu'avant. Néanmoins, le plan de jeu reste le même, et l'analyse qu'on va voir est tout à fait pertinente. Bon, maintenant qu'on a vu la liste, on se retrouve avec Julien. Salut Julien. Salut. Donc Julien qui est un joueur des Adeptes du Gras et qui aujourd'hui va nous parler de sa liste Iron Jaws. Donc Julien, est-ce qu'avant qu'on attaque la liste et les différentes choses qu'on peut discuter sur cette méta avec les Uruk, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, donc moi je m'appelle Juju, je suis un joueur, de longue date, de figurines. J'ai commencé le wargame un peu comme tout le monde, avec, Game Workshop, les premières figurines, dans une boîte de base, V6 je crois, avec, des orques et avec, de l'Empire. Voilà. En l'occurrence à l'époque, j'avais pris l'Empire et puis, les années, faisant, j'ai joué à d'autres jeux. J'ai joué à War Machine, j'ai joué à Guild Ball, j'ai joué à même au SDA de Game Workshop et j'ai particulièrement, fait de la compétition sur War Machine et là, plus récemment, depuis 1 an et demi, je fais un peu de compétition donc sur Age of Sigmar et je me suis acheté, ouais, effectivement une armée, Uruk et j'ai fait vous avez pu me voir un peu sur, la chaîne du Squig avec, les revues du bouquin Uruk, en V2 et puis aussi en V3, plus récemment. Voilà. Voilà, donc quelqu'un qui s'y connaît puisqu'il a fait le faction Focus et donc qui sait de quoi il parle. On va pouvoir parler de l'armée plus en précision cette fois-ci.
on va se concentrer sur la liste que tu as jouée très récemment, donc qui est une liste, Mmh. d'agressions assez classique avec quand même une nuance, qui sont les araignées et même si j'ai présenté le War Scroll, on aimerait bien, savoir, pourquoi tu as incorporé ce choix? Qu'est-ce que ça change? Et pourquoi tu trouves ça pertinent? Et de manière plus globale, est-ce que tu peux nous présenter ta liste afin qu'on en sache un peu plus sur l'idée que tu as derrière cette construction? Donc les 2 Mokrocha, sont assez importantes pour le côté totem à 18 pouces qu'ils ont gagné entre la V2 et la V3. Moi, par exemple, sur mon général, j'ai pris Mega Bossy, ce qui me permet d'avoir un Mighty Destroyer, en fait, que je vais pouvoir le refaire, avec, un Mokrocha. Donc ça peut permettre d'envoyer, potentiellement 6 unités, dans la tête de l'adversaire tour 1. Mais à plus forte raison, en fait, comme j'ai voulu prendre, en fait, la main de Gork sur, mon autre Mokrocha, grâce, à l'Arcane Tome. C'était impératif pour moi d'avoir Mega Bossy, parce que ça permet d'avoir et une unité qui se projette avec la main de Gork si j'arrive à la passer, qui elle-même se donne le Mighty Destroyer et ensuite avoir mon général qui donne Mighty Destroyer pour pas avoir ma ligne, ma première ligne en fait qui serait bloquée, enfin bloquée, qui avancerait naturellement de 12 ou de 9. Donc ça permettait d'envoyer finalement 3 unités de front et une unité sur le côté. Donc voilà, donc le premier mot crochat, général, très Méga Bossy, amulette du destin parce que c'est l'artefact, quasiment le plus fort du jeu aujourd'hui d'avoir un Phinopen à 5 hyper fort. Et ensuite le deuxième mot crochat, intéressant d'avoir un second mot crochat pour l'aspect aussi, 2 monstres, avoir, certaines synergies, comme, la tactique avec, Savage Spirit de pouvoir envoyer 2 monstres chez l'adversaire en fin de partie. Ça fait un petit bonus. Ça fait aussi potentiellement plus de vecteurs pour pouvoir avoir les bonus de, tuer une battle line, tuer un monstre adverse, puis tuer le général avec les petits points qui s'ajoutent. Donc le deuxième mot crochat, j'ai juste beaucoup hésité avec l'Arcantum et peut-être, l'arme Destroyer qui permet d'avoir un +3 dégâts, une fois par partie, ce qui est plutôt bien. Le seul problème, en fait, c'est que l'arme de l'orc au-dessus, c'est que reine -1 et du coup, ben, un Kagha qui se met juste un petit +1, louper un rugissement, ben, en fait, ça fait pas grand-chose. Donc du coup, j'ai préféré prendre un Arcantum, fiabiliser du coup, le côté, un peu, projection et en plus, pour encore appuyer sur ce côté un peu projection, d'avoir le trait de monture Fast Un qui me permet de bouger une fois en face de héros mais sans cette fois-ci, sans problématique d'être à côté de l'adversaire. Ce qui permet quand même de faire des choses vraiment, vraiment très cool, parce que ça peut vouloir dire main de Gork, bouger de 12 avec Fast Un et ensuite charger en face de héros avec Mighty Destroyer et du coup enlever le côté Unleash Hell, enlever le côté Redeploy et tout ça finalement, hyper, sûr de le réaliser, quoi. En dehors du fait qu'il faut juste réussir la main de Gork, ce qui est pas forcément chose aisée. Hem donc ça, c'est les 2 Mokrocha. Après, le classique Iron Joe, les 2 War Chanters, l'un avec la prière en fait de soin et puis l'autre avec la prière pour faire charger à 3d6, la garder les 3d6 et surtout autoriser la charge à plus de 12, à 18 maximum. Donc ça, c'est toujours un peu le classique parce qu'ils ont besoin d'avoir des boosts pour avoir, plus de dégâts. C'est ce qui rend le Battle Tome, enfin la sous-faction, forte en fait. Et puis après, finalement très simple, l'Egor Grunta avec l'Errata qui permet d'avoir Reine -2, bah, en fait, en termes de rentabilité de dégâts, c'est ce qu'il y a de meilleur. À 150 points, c'est donné. Donc équipé de Jagged Gore AK, qui permet d'avoir aussi, les blessures mortelles qu'on fait en fait à l'impact sur un 2+ au lieu d'un 3+. Donc pourquoi, ne pas prendre cette arme-là? La seule chose que ça empêche, c'est que ça baisse de 1 le nombre d'attaques. C'est un peu dommage, mais surtout ça apporte une range de 2 pouces, ce qui permet des fois de taper derrière le cordon. Donc c'est quand même meilleur, je trouve. Voilà et donc bah, comme c'est des lignes, en Bluetooth, autant prendre le maximum de Gor de Jagged Goraka et de Gorakunta. Donc j'en ai pris, 6, 3, 3 et après le choix c'était d'aller chercher encore 3, ce qui me mettait une liste qui était très basse en points à 1940. Donc ça, c'est la liste de Lucrage en l'occurrence et c'est une liste qui est très, très jouée et moi j'aime pas dans mon style de jeu, j'aime pas avoir un plan, où, j'ai rien en termes d'écran, j'ai vraiment rien de sacrifiable ou autre et comme j'aurais bien je voulais pas être en une seule pause ou enfin en tout cas en 2 pauses parce que j'avais 2 monstres, comme je voulais pas descendre aussi bas en pause et que je voulais avoir un second artefact, je me suis dit que j'allais rencontrer quand même pas mal de monde qui allait être en 1 ou 2 pauses, donc on allait souvent me donner le tour et moi ce que j'avais plutôt envie, c'était pas de commit en fait mes cochons directs pour aller prendre des points. Commit des araignées finalement, c'était assez simple, ça donnait rien, ça faisait des écrans
et finalement en double tour, c'était si l'adversaire faisait un double tour, c'était plus facile et j'allais pas me prendre tout dans la tronche. Donc voilà, donc j'ai pris le choix des araignées parce que c'est quand même très peu cher. C'est le nouveau cordon, hein, les cavaleries en V3, c'est le nou les cavaleries pas chères en V3, c'est le nouveau cordon parce qu'en termes de place sur la table, c'est ce qui prend le plus de place. C'est 1 pouce, 5 figurines et là, 100 points en fait, les 5 araignées, c'est vraiment, vraiment pas cher. Ça fait des petites blessures mortelles, ça fait des mini tirs, c'est hyper rare qu'on fasse des dégâts avec, mais moi j'ai déjà tué un héros avec, 5 araignées qui chargeaient sur un coin, quoi. Donc pourquoi pas? Mais c'est surtout leur aspect de faire des cordons qui était vraiment bien. Voilà, donc ça, c'est l'idée de la liste, sachant que Bluetooth, du coup, pour le rappel, ça permet de charger ou alors bouger après avoir été, au CAC à la phase de combat. Ou alors, au pire, si on est encore engagé, de faire encore un pile-in et ça permet des choix tactiques incroyables, puisque ça permet de, back, de faire un peu un hit and run. Ça permet d'aller charger, d'aller bloquer un adversaire parce que comme on est en fin de phase de combat, on peut plus taper. Donc laver un cordon, rentrer dans Archaon et lui dire, «Bah, en fait, maintenant tu es bloqué, tu es obligé de me taper moi», c'est quand même très fort. Ou alors même, juste une reprise d'objectif, hein, quelqu'un qui arrive avec un pack de cochons, il tape ce qu'il y a, il pile-in dans le combat et après il repile-in à la fin de phase de combat, il récupère un objet et c'est compliqué à prévoir. Donc ça, c'était l'idée globale, post lecture, V3 du bouquin, Horus. OK, bah, donc merci Julien pour ton analyse. On est vraiment sur une liste avec une grande mobilité puisque tu joues Bluetooth, qui est aujourd'hui la sous-faction Iron Jaws qui va le plus vite. Tu as choisi de mettre un mot crochet en sorcier, ce qui est bien pour plusieurs raisons. Déjà, pour la téléportation, comme tu l'as expliqué, tu peux traverser la table très facilement et te prémunir des tirs de contre-charge. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs dans une partie où je jouais Skaven, de jouer contre un joueur Iron Jaws qui était Alessio Pizzo, qui m'a fait ce que tu viens d'expliquer comme combo. Il s'est téléporté, il a fait le trait de monture puis la charge et dans ce cas de figure-là, en Skaven, généralement, quand on charge, tu penses être tranquille, à te dire: «Bon, les Stormfiend, ils vont sécher la Mokrocha quand elle va arriver au corps à corps». Sauf que là, c'est pas arrivé, je me suis fait tabler et je suis devenu assez blême parce que j'ai perdu 630 points Stormfiend sur ce genre de combo. Donc voilà, c'est vraiment on est sur une liste avec beaucoup, beaucoup de synergie en termes de mobilité parce que, quelqu'un qui affronte Iron Jaws, il est forcément tout le temps menacé par l'armée, parce que l'armée se déplace extrêmement vite, pas par des mouvements de base élevés, quoique la Mokrocha se déplace quand même assez rapidement, mais par le fait que tu peux t'activer 2 voire 3 fois et donc te déplacer assez rapidement. Surtout que Bluetooth, ça renforce ça, puisque ta cavalerie peut soit peel-in comme tu l'as dit, voire même tenter une charge ou un mouvement s'il y a plus personne à sa portée d'activation à la fin de la phase de combat. Et les gobelins, la cavalerie gobeline que tu as prise, c'est pas quelque chose qui est récurrent, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu, notamment, différents joueurs internationaux qui ont parfois pris la bande Underworld des gobelins, donc les gobelins montés sur des loups, qui eux, pour le coup, sont moins nombreux et moins résistants que les gobelins sur araignées, mais qui ont des loups qui sont dégâts 2, ce qui est quand même un aspect non négligeable en termes de létalité. Et donc, moi, je trouve ça toujours très bien de voir ce genre d'évolution, se répercuter dans notre méta national en France, de voir que des listes tentent d'incorporer des alliés qui sont pas forcément la première chose qu'on puisse penser lorsqu'on construit sa liste. Mais c'est bien parce que ça prouve que, même les unités les plus mauvaises du jeu ou qu'on peut considérer comme très sous-optimisées, peuvent trouver leur place dans des armées de top méta parce qu'on les araignées gobelins, on n'est pas sur le haut du panier en termes de puissance et de menace aujourd'hui, en tout cas en V3. Donc c'est vraiment bien de voir, ces petites araignées, traverser la table. D'ailleurs, Surtout ces araignées, pour l'anecdote, l'idée sur les araignées m'est venue, justement par rapport à cette cavalerie gobline. Il y a un gars en Australie, je crois, qui a fait tout un blog en fait, expliquant ce qu'il jouait en Cruel Boys. Et comme du coup, on a tous cherché à faire des listes Cruel Boys, compétitives, j'ai beaucoup regardé ça et il joue pas du tout une liste Cruel Boys, avec, 2 fois 6 Ball Boys ou un truc comme ça, mais il joue pas mal de Ball Boys, mais pas autant et en l'occurrence, comme il complète un peu les points, à la fin, il va lui rester une centaine de points et il rentre cette cavalerie, loup, gobelin et du coup, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée d'avoir quelque chose qui était rapide, d'aller prendre des points, dans l'idée d'aller effectivement avoir une unité un peu de sacrifice, mais qui permettait quand même de faire un pré-écran. Alors 3 c'est pas beaucoup, les araignées c'est un peu plus, mais ça coûte aussi plus cher. Donc ça dépend ça dépend du coût qui nous reste dans une liste, mais moi je trouve ça plutôt bien et on verra qu'elles sont bien,
mais elles sont aussi des fois moins bien que, 3 cochons équivalents, dans certains matchs. Ouais, très clairement, on est sur de l'écran, donc qu'on peut considérer comme faible, mais qui ont des lignes de dégâts qui peuvent prendre l'adversaire à revers lorsqu'il fait pas attention à ce qu'il fait. Parce que tu peux prendre très vite des BM contre des araignées Bien sûr. et ça peut faire la différence lorsque, il te reste 1 ou 2 PV sur une figurine importante et que tu t'es mis +2 voire +3 la save et que finalement les araignées arrivent et vont venir, faire les BM, et donc infliger les dégâts qu'il te manque pour tuer cette figurine clé, que ce soit, par exemple, je sais pas, Archaon ou un Sob et donc passer outre tous les bonus qu'ils puissent se mettre. Mmh. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu de la liste, et que tu as une certaine expérience en Iron Jaws, est-ce que tu penses toi aujourd'hui que la liste, que tu as jouée, c'est plutôt une liste de solo dans le sens où elle est versatile? Ou c'est une liste qu'on peut aussi prendre en équipe puisqu'elle va pouvoir, se mettre sur des match-up ou des scénarios qui vont être très compliqués pour l'adversaire qui va t'affronter, sur un pairing avantageux pour ton équipe? Alors, en fait, si je devais jouer Orruk aujourd'hui en team, je jouerais, clairement pas d'araignée et je jouerais le côté, on va tout droit, on met le plus de cochons possible. Heu, Là, pour moi, les araignées étaient meilleures, et j'ai eu parfois tort, parfois raison. Sur, certains matchs comme un Tsen Arcanum, je préfère avoir, 10 araignées plutôt que d'avoir, 3 cochons de plus, clairement. Par contre, par exemple en miroir et on verra après dans les match-up, bah, en fait, je préfère avoir 3 cochons que d'avoir 2 fois 5 araignées. Donc du coup, en team, l'idée, c'est quand même d'avoir des matchs qui sont un peu plus tranchés qu'en solo, et du coup d'avoir des matchs tranchés positivement et négativement. Donc je jouerais plutôt, une petite tweak de la liste qui serait, du coup la liste un peu classique avec plus de cochons. L'avantage d'Iron Joe, c'est que, aujourd'hui en tout cas, avec les points que ça a, et on verra, si un errata sort, d'ici quelques temps, mais ça va arriver. L'avantage, c'est surtout de pouvoir avoir des bons matchs et d'avoir des gens qui peuvent pas faire grand chose contre, 2 Mocrochats ou d'avoir, 12 cochons et 2 Mocrochats qui lui rushent dessus. Voilà, donc oui, il y a des choses, il y a des match-up qu'on aura positifs, donc c'est plutôt une bonne liste aujourd'hui de solo, et c'est plutôt aussi une bonne liste de team. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir un errata, c'est qu'on peut pas être bon partout. OK, donc voilà, c'est une armée d'agression avec un potentiel exceptionnel de dégâts, une mobilité assez importante, même si on remarque rapidement qu'en Iron Jaws qu'en dehors de ça, on fait pas grand-chose. Mais que vu le damage output, donc le potentiel de dégâts qu'on peut sortir un adversaire, on parle quand même d'une armée qui peut table rase un sob, sur des coups de chance. C'est pas grave si on tire pas et que la magie qu'on fait est pas terrible. Hein, il suffit d'arriver dégâts 6 et de faire 36 dégâts sur une unité et puis généralement le compte de l'adversaire est réglé, surtout sur un double tour ou sur des scénarios où on score très rapidement. Toi aujourd'hui dans les tournois que tu as faits, les armées que tu as affrontées, est-ce que tu penses que tu as des match-up ingagnables? Heu, C'est-à-dire dans le sens où, tu ne peux quasiment rien faire sauf si, tu as beaucoup de réussite et que le sort n'est pas contre toi et vice versa, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Iron Jaws, il y a des armées qui ne peuvent rien faire contre toi? Et est-ce qu'entre 2, tu considères qu'il y a des match-up qui sont plus compliqués que d'autres ou c'est une armée à l'instar des First Slayer qui est un peu lisse, dans son plan de jeu et qui peut s'en sortir dans n'importe quelle situation de manière à peu près égale? Alors, je pense que sur Iron Joe, la liste qu'on a aujourd'hui, elle est plutôt OK partout, avec quelques bons matchs qui sont, des matchs comme First Prince, des matchs avec, beaucoup de pink, par exemple, avec beaucoup de dès qu'ils commencent avec les zombies, par exemple, voilà, en Soul Light, il y a quand même beaucoup de choses où, le nombre d'attaques et le nombre de dégâts qu'on peut mettre multiplié par le nombre de cochons, les Mocrochats, la létalité et la projection qu'il peut y avoir, fait que ça tient pas, en fait, ou ça tient pas assez longtemps pour que du coup, on soit vraiment embêté. À contrario, je pense pas qu'il y ait de vraiment des très, très mauvais matchs. Il y a des matchs sur lesquels évidemment, on va pas être en positif, mais, une Sense Arcanum par exemple avec Archaon, Archaon de base, même sans parler d'Unsense d'ailleurs. Mais Archaon de base reste assez compliqué à gérer parce qu'il peut slay un Mocrochat et c'est tout. Alors que du coup, le Mocrochat est quand même censé être la figurine l'une des figurines la plus tanky du jeu, à 18 PV, ça arrive à 3 avec, potentiellement, et un Phinopen Instinct, ou alors, un bouclier mystique par exemple s'il passe ou un plus un de save. Ça fait beaucoup de PV enlevés et en fait la létalité du Mocrochat, elle peut être, très bonne encore à, quelques PV et même la en fait, la table de dégâts,
elle est très, très avantageuse, en fait, parce que du coup les 2-3 premiers paliers, les 2 premiers paliers sont à un nombre de dégâts, incroyable, quoi. Je crois que le 1er palier, c'est du 0,7 ou du 0,8. Mmh. Donc en fait, avant de réussir à entamer vraiment la létalité de la Mokrocha, il faut déjà taper bien dedans et encore, après derrière, il y a le soin. Donc du coup, il faut vraiment, vraiment taper dedans. Donc voilà, je dirais qu'il y a pas vraiment de très mauvais match-up. Il y a évidemment des mauvais match-up, mais il y a pas de très mauvais match-up et il y a des du coup, c'est plutôt agréable de pouvoir, venir sur un tournoi et de pouvoir se dire: «OK, j'ai rien d'impossible, j'ai tout qui est en faveur. En tout cas, essayer de faire des choses le mieux possible et après j'ai des bons matchs». Donc du coup, c'est une liste logiquement qui est en mesure de perfer. Par contre, c'est une liste avec des mauvais choix, avec des mauvais jets de dés, et c'est pas souvent que le cas, dans les jeux de figurines, mais vraiment un Mokrocha qui vient pour taper quelque chose et il floppe complètement ses dés, ce qui peut arriver, hein, 3+3+, ça peut être hyper handicapant. Alors pas forcément une auto-lose parce qu'évidemment on perd pas juste sur des jets de dés, mais comme on joue sur un système de 20-0, on peut passer d'un, je vais mettre un 20-0 à, bah, je vais mettre que 10. Parce qu'en fait, je vais pas avoir tué ce qu'il devait me tuer, lui il va me tuer en retour et puis après il va avoir un double tour et du coup, en fait, il va faire avec la pièce que j'ai pas tuée, toute la game alors que je devais le tuer 3 fois. Ça arrive. Donc voilà, ça met des gros scores, mais quand ça perd, ça peut perdre avec des gros scores. Ouais, c'est vraiment une armée, on est sur un tout ou rien. C'est clairement, une armée qui fonce tout droit très vite, puisqu'on profite différents des bonus et que les mécaniques du Battle Tome vous incitent à faire ce genre de plan de jeu via la WAG, via les War Chanters et tout simplement le fait que lorsque vous chargez, vous avez différents bonus contre votre adversaire. Hem, Aujourd'hui, on est à l'aube de la sortie du Battle Tome Nurgle. On remarque que de plus en plus de joueurs Ossiark arrivent à performer de manière assez impressionnante avec leur liste. Je pense Mmh mh. notamment à un de tes coéquipiers qui est Groditi qui joue Nagash en Petrifex. Ouais. Archaon est toujours, une des figurines les plus fortes du jeu. On a Morathi et Teclis qui gravitent autour de la méta. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est un choix viable de prendre une des 2 Mokrocha dans ce genre de liste et de la remplacer par Gordrakk, qui est moins résistant, mais qui a cette capacité de faire un nombre de BM assez impressionnante contre les héros et les sorciers? Alors le problème, c'est qu'Ogordrak, il coûte plus cher que Mokrocha. Il a tout autant de rend que son copain. Le problème, le gros, gros problème de Mokroch de Gordrakk, c'est qu'il a une save à 4. Mmh. Et aujourd'hui dans le méta, même si on a un méta avec, de la BM, on a des choses, où il y a du Slain un petit peu et cetera, mais on a aussi, pas mal de Reine-2 par exemple. Beaucoup de Reine-2, les Fulminators, on a les Morghast on a les Morghast ou même les Mortec tout simplement en Petrifex qui peuvent se mettre Reine-2 et avoir en fait une save native à 4+, à même à 20 PV, bah, quand on peut avoir son copain à côté qui a une save à 3 avec 18 PV et aussi customisable, et ben, en fait, moi je me pose pas 36 fois la question, quoi. Parce qu'effectivement, il va mettre des BM, mais en fait, quand on regarde bien son profil, parfois il veut mettre des BM à des gens, mais parfois il a pas envie d'en mettre. Parce qu'en fait, ça lui fait moins de dégâts que s'il arrivait à mettre son dégât. Donc au final, effectivement, si on tombe sur un mec qui est sorcier, héros, enfin héros sorcier et qu'on arrive à mettre toutes ses attaques et mettre des BM en plus et cetera, oui, ça peut être intéressant, mais c'est pas Gordrakk qui va tuer Nagash. Ça n'arrivera jamais, en fait. Donc du coup, non, c'est plutôt compliqué et puis l'avantage qu'avait Gordrakk par rapport à avant, par exemple, c'était, sur le côté bigwag, par exemple, c'était hyper intéressant, il l'a plus. Donc tant qu'en tout cas, il y a une différence de points aussi importante entre un Mokrocha classique et Gordrakk, on n'ira jamais chercher Gordrakk. Demain, par rapport à ce qu'on entend, c'est d'avoir un Gordrakk et un Mokrocha qui soient quasiment identiques en termes de points. On se posera peut-être la question, mais la save à 4 pour moi est quasiment éliminatoire, en fait. Enfin, il y a trop de Rennes-2, Rennes-2, ça veut dire qu'en stat, on peut arriver sur un Gordrakk avec, une save que à 6 en fait. Ça, c'est dramatique, en fait. Il peut rien, il va rien tanker, donc tous les dégâts, enfin, je prends un Archaon qui arrive pas à le slane, il peut le tuer, en fait. Il peut le tuer sans le slane, alors qu'il tuera jamais un Mokrocha, sans le slane. Enfin, c'est impossible. Ouais, je pense que Gordrakk, il pâtit énormément du fait que la Mokrocha a une option d'arme pour passer à 3+. Ouais. Voilà, c'est un choix de design du War Scroll qui fait qu'aujourd'hui la version nommée qui est plus chère est moins efficace en termes de létalité, ce qui est un comble, hein, qu'on est quand même sur, le chef de la big wag.
Et voilà, je voulais juste avoir ton avis sur, la viabilité de ce genre d'unité dans une méta où les héros et les sorciers, en fait, sont quasiment dans toutes les listes. En tout cas, les gros héros et les sorciers, parce que, on est quand même sur, aujourd'hui des listes compétitives qui vont souvent abriter une grosse pièce, voire plusieurs, ou une liste, qui vont avoir la capacité de les gérer très rapidement. Donc, voilà, tu as beaucoup joué la liste en tournoi et récemment tu as fait un tournoi à Limoges avec cette liste-là. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, les différents match-ups que tu as affrontés et lorsque tu as gagné ou perdu, est-ce que ça s'est joué sur des match-ups statistiquement, ingagnables, sur des faits d'armes stratégiques où tu as surpris l'adversaire via des combos, notamment le combo avec le trait de monture et le Mighty Destroyer? Ou tout simplement parce que d'un des 2 côtés, il y a eu des jets de dés qui étaient Mmh. un peu ratés, tandis que de l'autre côté, il y a eu beaucoup de réussite? OK, alors du coup, moi, je suis venu à la finale du coup de la FSC, donc c'était, après toutes les FSC, en France, où je me suis qualifié en venant pas en Oruc, puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas encore jouer le bouquin en Oruc, même si c'était mon désir. Donc à la première FSC que j'ai fait, c'était la toute première en septembre et je suis venu avec une autre armée, San Sharkano encore. Et ensuite, à la seconde FSC que j'ai fait, malheureusement, à quelques jours près, quelques semaines près, j'ai pas pu jouer non plus au RUC, qui était quand même l'armée que je jouais en V2, beaucoup, enfin majoritairement même. Donc je suis venu avec autre chose, Luminette Teclis, dédicace à toi. Ensuite, je suis venu du coup en Oruc à la finale. Et en fait, si j'avais joué auparavant au RUC, j'avais, on va dire, réussi à jouer mon armée, avant NFSC, je pense que je ne serais pas venu en Oruc à la finale au vu de la méta qui se dessinait, avec des Oruks bien évidemment, mais j'aurais préféré contrer l'Oruk que le jouer moi-même. Parce qu'on allait certainement avoir beaucoup d'Oruks, ça m'intéressait pas de jouer avec tout ça. Mais comme du coup, en plus, j'avais peint mes figurines et que j'avais quand même et mon petit cœur d'hobbyiste avait quand même envie de jouer mes figurines, je me suis dit: «Je vais venir en Oruk et je vais jouer Lady». Un peu ça l'idée. Donc je savais pertinemment qu'il me fallait au moins un plan, un petit plan contre une Saiyan Arcanum parce que j'allais avoir, 2-3 gars qui avaient fait ça. Pouvoir jouer peut-être contre des Luminettes, ça je pense que c'est pas un très, très bon match, mais ça reste encore à déterminer. Et puis après jouer potentiellement des miroirs. Voilà. Donc du coup, tout ça va se passer. Pas lunettes, mais tout ça va se passer. Donc la première personne que je rencontre, c'est Christophe, Salk, qui joue Skaven en l'occurrence, puisqu'on tu parlé du match Skaven tout à l'heure, donc je joue contre Skaven. Super content de rencontrer Christophe, super content de jouer contre Skaven, parce que Skaven, c'est ma deuxième armée. Donc du coup, très content de pouvoir jouer ça. Lui, il a essayé de faire une liste, Skaven. Aujourd'hui, là, globalement, bien une grosse galère de faire une liste Skaven compétitive. Et donc du coup, bah, il joue, Stormfiends, il joue, des Jesai, il joue Tankol aussi en plus, super classe. Voilà, globalement, je résume la game à chaque fois sinon ça va être très long. Globalement, fait de jeu hyper marrant, moi j'arrive avec, 3 cochons, ce qui me laisse commencer. J'arrive avec 3 cochons pour aller laver un pack de 20 clans de rats qu'il fait, parce qu'il a fait un bunker de clans de rats avec, tous ces mecs derrière. Il me dit: «Bon, je vais quand même faire un petit Unleash Hell sur les 3 cochons avec mes 6 Jesai». Donc il est en 5 plus reroll. Il me fait à la fin de la reroll, il me fait 4-6, donc il me fait 8 BM flat. Et là, je rigole pas trop. Du coup, après derrière, il lance des dés pour faire les 2 blessures. Il fait 2 blessures, donc là, je fais: «OK, rien de -2». Je fais 1-6, sans faire exprès. Donc du coup, je prends 10 blessures sur mes 3 cochons, donc je perds 2 cochons, drame absolu. Alors que je pense en stat, il doit même pas me tuer un Ouais. cochon ou pire, il me tue un cochon, voilà. Ce qui fait que je ne nettoie pas le pack, de clan de rats. Comme je nettoie pas le pack de clan de rats, du coup, je ne peux pas impacter après derrière avec une charge et bloquer la totalité de son armée. C'est quand même vachement bête. Donc voilà. Et du coup derrière, bon bah c'est pas grave, il se passe le tour 1, il joue son tour 1. Moi j'ai 12 cochons dans mon armée, il vient d'en tuer 2. Il en tue 8 de plus au T1, propre. Donc avec des jets, incroyables, et il le verra et il sait très bien qu'il a fait des jets incroyables et moi en plus j'ai fait des mauvais jets de sauvegarde. Donc ça commence très mal, un tournoi qui commence extrêmement mal. Et puis bon an mal an en fait du coup les initiatives sont en ma faveur. J'arrive à tuer Tankol, j'arrive à tuer les clans de rats et puis en fait on sait bien toi et moi qu'une fois que Skaven on a perdu tous nos cordons et qu'on est rien avec un petit perso et que des gars derrière. C'est la merde. Donc du coup, en fait on c'est ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est au tour 1 où en fait, je suis en train de perdre. On est au tour 2 où ça commence à être un peu équilibré et vu que les inits sont toujours en ma faveur, et ben T3 en fait je suis en train de gagner, T4 je suis en train de l'écraser, T5 20-0. Voilà. En fait il a rien pu faire derrière parce que, bah, Skaven n'a pas de second souffle. Donc du coup, bah, une fois qu'il s'est pris, il s'est fait prendre les 6 Jesai en tenaille par 2 Mokrocha, bah, compliqué.
Donc 20-0, ça ne retranscrit absolument pas en fait, la physionomie de la partie, parce que franchement, il a joué, très, très bien et j'ai apprécié, jouer contre lui, c'était magnifique. Mais voilà, donc il a pris 20-0. Je pense que Scaven globalement, c'est plutôt un bon match pour Oruk parce qu'il y a trop d'agression et Scaven ne peut pas gérer tout ça. Il peut pas gérer tous ces nombres de PV, toutes ces cibles, il peut pas gérer un Mokrocha efficacement et le fait en plus qu'il y ait Tankol dans l'armée fait que c'est beaucoup de points qui servent à rien. Il s'est juste pris une grosse baffe sans avoir rien fait. Donc voilà, premier match, donc du coup je commence comme ça, on est pas mal, 20-0. Derrière, je rencontre directement Tsen Arcanum, ça me calme direct contre Dark Rogan. Et là, en fait, Dark Rogan, on joue sur le scénario Leto. Donc c'est celui où c'est dans l'autre sens et les points arrivent au fur et à mesure au milieu. Donc c'est surtout parce que la distance entre nous est assez grande. Et moi, je me dis, bon, bah, en fait, je fais en plus de pause que lui. Non, je fais en autant de pause que lui, mais c'est lui qui gagne le toss. Je fais en autant de pause que lui, donc on va jouer à un truc. Moi, franchement, je pars en me disant, je vais jouer 10-10. Voilà. Clairement, si j'arrive à faire 10-10 ou j'arrive à faire 11-9 et gagner, je suis plus content du monde. Tâcher d'esquiver tout le temps Archaon, tuer les trucs, parce qu'en fait, j'ai pas en Oruk, la létalité vient des Mokrochas en plus des cochons. Si je peux pas envoyer mon crochat, du coup, je perds en létalité énorme. Et si je l'envoie, Archaon a juste en disant: «Archaon, je vais mourir», il a juste besoin de faire «By my will», donc soit il le paye en phase de héros avant, c'est sa capacité de commandement, pour taper une fois qu'il est mort, soit quand je paye un CP, et je vais forcément payer un, sur un 2+, dédicace Nemi Sorza, sur un 2+, il peut taper une fois qu'il est mort. Donc du coup, je me dis, bah, quoi qu'il arrive, il va le faire, il va claquer son 2+, parce que j'aurai pas de chance, et après derrière, il va me slay mon Mokrocha, et je vais perdre énormément en létalité. Donc mon idée, c'est ça. Je me déploie, petit bunker, et cetera, les araignées devant, tout va bien. Je prévois d'envoyer les araignées, comme on avait dit, avec, les araignées devant pour aller faire des écrans et puis prendre des points et pas commit quoi que ce soit. Parfait. Et lui, il me dit: «Je prends le tour 1». Je me dis: «Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une bêtise dans mon déploiement». Donc je regarde, pendant 3 minutes, je regarde mon déploiement, je me dis: «Non, mais ça va passer». Et en fait, son idée, c'est de buffer à fond Archaon et de l'envoyer tout droit pour aller prendre idéalement des cochons. Alors, il s'avère qu'à 1 pouce près, il pouvait pas prendre de cochons. Donc en fait, Archaon arrive tout droit, il fait pas de dégâts avec quoi que ce soit, il fait des sorts pour pouvoir monter son truc d'invocation et il arrive et il tue 5 araignées. Moi je me dis: «Il tue 5 araignées, il a fait que ça avec Archaon, OK, il est buffé, hein, mais OK». Donc en fait, moi j'ai 2 choix, soit je l'évite complètement, mais il est devant moi, soit en fait je lui rentre dedans. Et je me dis en plus potentiellement j'ai un double tour derrière. Et si je tue Archaon, c'est game over. Et c'est 20-0 et je lui mets 20-0. Je dis franchement, je vais waguer, je vais être en reine -3. Lui, il sera en équivalent 1+, donc il sera en 4+ reroll contre toutes mes attaques reine -3, plus les BM, plus le double tour. Franchement, peut-être y aller, quoi. Donc j'y vais de bon cœur. J'envoie, je mets 12 cochons. Ils sont 12 autour. Et 12 cochons autour de lui et Mokrocha en train de décaler pour aller chercher des points et faire voilà, un Mokrocha qui reste, puis un Mokrocha qui reste. Je ne le tue pas au T1, faut pas déconner, et je le laisse à 2-3 PV. Et en fait, le truc, c'est que au T2, quand je gagne le double tour, je me dis: «C'est gagné» et lui, il me dit: «C'est gagné». Bah, en fait, je le tue pas et je le laisse à 1 Ouais. PV. Donc là, du coup, ça devient moins cool, quoi. Donc derrière, lui, il va retreat, il va récupérer des PV et cetera, hein, machin. T3, du coup, j'ai quasiment plus de cochons parce qu'entre Archaon qui a tapé, parce qu'il a double tour T2, T3, entre Archaon qui a tapé et cetera, bon, bah, après, il a pas non plus eu de chance sur les récupérations de PV. Donc après, j'ai un Mokrocha qui peut y aller pour taper Archaon. Je laisse à 1 PV. OK. Arrivé au T3 où en fait ça fait 3 tours d'affilée que je tape sur Archaon, j'ai quand même perdu beaucoup de choses, j'ai pas marqué beaucoup de points de scénario. Lui, il a rien perdu. En fait, la game, elle se finit je prends un 18-2 parce que je peux rien faire, je le tue qu'au T4 et j'ai perdu beaucoup de tactiques parce qu'en fait, j'ai pris des tactiques pour le tuer. Donc du coup, en fait, voilà, j'ai raté des tactiques à chaque fois donc en fait, je peux pas revenir de autant, on va dire, entre guillemets, «de malchance», sur mes dés qui font que du coup, ben, je perds la partie. D'ailleurs, du coup, c'est intéressant par rapport à la question que tu as eue tout à l'heure. C'est pas un match impossible, c'est un match compliqué. Et moi, quand il fait ça, je me dis: «J'ai une chance d'appuyer et de mettre 20», plutôt que d'aller chercher mon 10-10. En réalité, je dirais pas que j'ai mal joué. J'ai tenté ma chance et j'ai raté, voilà. Mmh. Je pense que ça aurait été plus intelligent que déjà lui fasse pas ça, parce que je pensais pas qu'il allait venir tout de suite et être, devant.
Moi, à sa place, j'aurais fait Umbral Spell Portal de Kairos, aller chercher en fait, le petit cordon d'araignée, créer un enfant du chaos, comme du coup il y a déjà Mister Deck qui a expliqué, c'est lui qui peut expliquer. Créer un enfant du chaos et le mettre en plein milieu de mon armée. Ce qui fait qu'après derrière, aucun Mighty Destroyer, Mmh. aucune projection, je peux aller chercher personne et je fais rien à part tuer l'enfant du chaos et aller prendre des points et on reste comme ça. Moi j'aurais fait ça en fait pour bloquer l'avancée incroyable de Zoruk. Lui, il a préféré aller envoyer un Archaron en mode godlike. J'ai raté et je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est l'ignorer et dire: «OK, tu es là, je fais des cordons de cochons autour de toi. Si tu veux me taper, tu vas me taper des cochons, ça va être long, tu vas mouliner et moi, je vais chercher avec mes Mokrocha, en fait, la backline et chercher les points et aller faire autre chose et si toi, tu veux venir, bah, il va falloir que tu ailles de l'autre côté de l'autre côté de la table» et de jouer plutôt en mode harcèlement, en fait, par rapport à mon mouvement, essayer d'aller lui prendre Kairos sur un double tour, par exemple. Voilà. Ça aurait été plus intelligent et on apprend de ses erreurs. Mais voilà, les dés auraient été en ma faveur un peu plus. C'était fini tour 2 en fait. Donc voilà, ça c'était tour 2, donc du coup je prends une bâche, ce qui fait que derrière je rencontre quelqu'un qui était en une victoire, une défaite. Et là malheureusement je rencontre mon teammate, Vince, qui joue Caradron et on joue sur le scénario des héros. Je suis très content de jouer contre Caradron sur le scénario des héros parce qu'en fait j'ai fait le match, scénario des héros auparavant avec ma liste et pour le coup, c'est un scénario sur lequel on est très mauvais, je trouve en Oruk et particulièrement, avec une seule Mokrocha, mais alors encore pire avec 2 Mokrocha, puisque du coup la létalité, elle est sur les Mokrocha qui eux, doivent rester assis sur des points d'objectif. Donc ils ont pas envie de rester assis et rien faire. Ils ont juste envie d'aller taper des gens. Parce que déjà c'est les orques, mais aussi parce que c'est la liste. Et du coup là je me retrouve avec, ce scénario qui est au T3 contre Caradon qui est encore moins fort que Uruk. Donc je me dis: «C'est parfait». Parce que Caradon, ils sont tous embarqués, ils sont tous avec, des petits pas à 5 et quand du coup tu set up, quand tu te téléportes sur l'objectif, tu peux pas prendre le point. Il faut avancer ou machin. Donc c'est-à-dire setup et après charger et réussir. Donc ça tempo énormément. Et en fait, mon adversaire n'a pas beaucoup joué ce scénario et encore moins avec Caradon. Ce qui fait que du coup, il voit pas comment il peut le jouer. Malgré le fait qu'il est Gotrek. Mais Gotrek n'étant pas un héros, du coup, il aurait pu faire en fait un épouvantail et dire bah si tu viens sur ce point, je te fracasse. C'est ce qu'il fait plus ou moins en fait sur le point central. Mais surtout, il me laisse le premier tour, ce qui fait que moi mes 2 Mokrocha, elles vont sur les points et après derrière, bah, il attend 3 tours en fait avant de m'en déloger une, pendant que la dernière, elle reste 5 tours en fait, sur ce point-là. Donc je gagne beaucoup de points à, entre guillemets, «rien faire» et à temporiser et aller, envoyer des cochons, envoyer un Warchanter, qui attendait de se faire déglinguer par Gotrek, mais juste venir, prendre le point. Donc voilà, donc du coup, je pense que le on referait la partie avec plus d'expérience de son côté, la partie serait très différente et je pense qu'il la jouerait bien mieux et même peut-être qu'il gagnerait. Donc là, du coup, je gagne 17-3, ça me refait monter et là, après derrière, soirée, on discute, tout va bien et le lendemain matin, je rencontre Loukrage. Donc 2e partie intéressante à détailler. Donc le match miroir que j'attendais, où lui, à la place de jouer, 2 fois 5 araignées, il joue 3 cochons. Et moi dans ma tête, je me dis: «Bah, j'ai des cordons devant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'attendre et puis quand il va venir après derrière, si j'ai un double tour, du coup je vais le laver». Et je me dis: «À sa place, j'enverrai pas tout, parce que si j'ai un double tour et que je me fais laver, c'est game over pour lui». Et je pense que j'ai tort, à ce moment-là, puisqu'en fait je lui laisse le tour. Moi j'ai moins de pause que lui et je lui laisse le donc ce qu'il fait, c'est que, pour le coup, il réussit sa main de Gork, donc tant mieux pour lui. Il m'envoie 6 cochons sur le côté et il m'envoie tous les cochons et tous les Mokrochas dessus, directement, sauf, 3 cochons qui de toute façon pouvaient pas se mettre, physiquement donc du coup il a pas renvoyé. Il rate un truc qui m'aurait mis très, très mal, qui était un piétinement en fait, du Mmh. Mokrocha dans le reste des araignées, ce qui leur a permis de bouger d'un des 6, qui est plutôt intelligent de sa part, pour après derrière pile-in de 3 post-charge et choper un Mokrocha et lui faire mal, pas le tuer, mais en tout cas lui faire mal et surtout le loquer. Donc ça aurait été très handicapant et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que, avec les mouvements de Bluetooth et cetera, il me bloque tellement dans mes latitudes de jeu que du coup, c'est lui qui va choisir comment ça va se passer et en fait, ça se voit très, très bien parce qu'en plus, je fais une erreur de jeu à un moment donné où j'amène mon Mokrocha. Lui ne voit pas, en fait, il se met à 4 pouces de mon Mokrocha qui est engagé. Un peu technique, mais c'est intéressant. Donc j'ai Mokrocha et en fait, il se met à 4 pouces en disant: «Bah, de toute façon, tu pourras pas venir me chercher». Sauf que moi, du coup, à mon tour, je fais un Mighty Destroyer et je pile in.
Et du coup, comme je paline, bah, à mon tour, je peux paline. Et comme du coup, j'arrive aussi avec 3 cochons, lui, à ce moment-là, il veut redeploy, mais non, il est engagé, il a 3 pouces, donc il peut pas. Donc je rentre dans les cochons avec dans le Mocrochat, et à mon tour, du coup, je peux paline et l'engager et le taper. Et je fais l'erreur, et il a bien exploité cette erreur, et c'était intéressant, d'activer les cochons en premier, en disant: «Bah, du coup, si j'active pas les cochons, il va me les tuer et du coup, je ferai rien avec». Le fait que du coup, j'active les cochons en premier, que je ne regarde pas exactement la position, fait que bon, je fais quelques PV avec les cochons, OK. Mais surtout, du coup, lui, il s'active et en fait, il est plus proche des cochons que du Mocrochat. Ce qui fait qu'il recule de 3, et à ce moment-là, je suis plus engagé, donc je peux même plus charger, enfin, je peux même plus taper, je peux même plus rien faire. Très intelligent de sa part, donc du coup, mon Mocrochat se retrouve à rien faire, et le pire là-dedans, c'est que comme il fait ça, il tape mes cochons, il a un peu de chance et moi j'ai mal save, ce qui fait qu'il tue mes cochons, et la règle smashing and bashing se retourne contre moi. Puisque du coup, après derrière, il active un autre truc, il tue les cochons, il active un autre truc, il tue un Warchanter, il active un autre truc, il tape mon prochain. Là, je me dis: «Mais c'est un enfer!» Donc mais il a bien joué, donc Mmh. j'ai rien à dire, voilà. Et surtout, voilà, donc après derrière, malheureusement, je n'ai pas le double tour. Il prend le tour. Là, on a un flop 2D qui fait qu'avec une Mocrochat qui est non boostée, non rien du tout, et cetera, il arrive à me coucher ma Mocrochat à moi qui est en Pin à 5 qui a beaucoup de PV. Donc là, je me dis: «OK, bon, bah, c'est game over». Je joue, je fais pas grand chose. Il gagne le T3 en plus, et donc alors à ce moment-là, on arrête 20-0, c'est fini. Et donc là, du coup, ça montre bien, en fait, cette préparation avant, en disant: «OK, je vais jouer des écrans qui vont me permettre de temporiser, et cetera». OK, super intéressant. Mais ces écrans, du coup, sont très faciles à tuer. Et donc du coup, pour un adversaire, aguerri comme Outrage, bah, c'est encore plus facile d'envoyer 3 cochons pour aller tuer 5 araignées, 10 PV d'araignées, que d'envoyer que 3 cochons pour en tuer 3 cochons adverses. Ce qui fait qu'il a pas l'assurance avec 3 cochons de tuer 3 cochons pour derrière impacter et bloquer toute la ligne. Donc pour lui, en fait, c'est un bien meilleur match, et s'il avait eu l'init, enfin comme je lui donne l'init, c'est encore mieux, mais s'il avait pu avoir l'init parce qu'il avait moins de pause que moi ou autre, en fait pour lui c'était un, je pense qu'il avait un 60-40 quoi. Ça dépendait finalement des dégâts et des rôles qu'on faisait. Donc moi je fais l'erreur, le mauvais jugement plutôt, je dirais, le mauvais jugement de lui donner ce tour, et derrière, les dés et les positionnements ont fait que du coup, il a mieux joué que moi, donc il a gagne. Et en plus, voilà, Oruk contre Oruk, ça fait pas des 10-10, hein. Ça fait des 20-0 secs, donc après derrière, il met 20-0, bon, c'est normal. Donc voilà, hyper intéressant, plein d'enseignements, et du coup, bah, de me dire en fait, cette liste-là, en fait, en miroir, elle est moins bonne que sa propre liste. Intéressant. Et dernière partie, du coup, je rencontre un First Prince, hyper sympa, de Lyon. Du coup, le First Prince où je me dis: «Franchement, j'ai un bon match, je dois enfin, il a pas de cordon, en fait, il a 3 fois 10 pinks. Il a Be'lakor, Kéros, les Blue Scribs et l'Épitome. En fait, il a rien sur la table. Enfin, vu de ma fenêtre, il a rien sur la table. Et en fait, long story short, gagner contre un First Prince, c'est possible. C'est même parfois un peu «évident» entre guillemets. Mais par contre, en fait, gagner avec un gros gap de points, c'est très dur. Et il a eu la chance de pouvoir faire 4 tours où il invoque à chaque fois 5 pinks. Je tue toutes les pinks sauf 5. Donc en tout, j'ai tué, donc ça fait, 30 plus, 20, 45 pinks sur 5 tours. Donc c'est long de tuer c'est long de tuer 45 pinks. C'est très long, et du coup, ça coûte en points derrière parce que, ben, moi, je vais avoir, marqué toutes mes tactiques avec des bonus, avec des choses, et cetera. Mais lui, en contrepartie, bah, lui aussi, parce il va invoquer quelque chose, il va faire une charge à 9 réussie, avec un reroll, donc il va reprendre un point, et cetera, et cetera. Et en fait, bah, l'écart, en fait, se réduit à chaque fois, et je ne gagne que 13-7 contre lui. Avec moins d'invoques, je peux lui mettre 18 quoi. Enfin, c'est possible. Et à ce moment-là, du coup, il a pas trop de chance, je fais ce qu'on a dit avec, Mangork, le mouvement de 12 du Mocrochat, la charge, et je lui tue, les Blue Scribs sur ça, alors que mon Mocrochat était sous Be'lakor, et donc du coup, quand il rate son 3+ en phase de héros, c'est incroyable en fait. 3+ en phase de héros sur un Mocrochat qui peut faire une TP, un mouvement, une charge, c'est insane, alors que normalement c'est en trois phases quoi. Donc du coup, là ça a été vraiment le 3+ qu'il fallait pas rater, et sachant qu'il a raté, il a réussi celui qui était en phase de combat, mais il a raté celui qui était en phase de charge, Mmh. qui fait que je n'ai pas tapé le Blue Script, je l'ai juste tué au piétinement. Donc c'était dramatique pour lui, mais du coup voilà, c'était, fun fact de cette partie.
Et du coup, je finis, 13e comme tout bon Skaven, qui se respecte. Je me suis dit qu'il y avait un signe quelque part, il y a peut-être un truc qui me disait qu'il fallait que je joue Skaven. Ah mais c'est la Et je meilleure place, hein. voilà, donc je finis que 13e, Lucrach finit 2e. Gultar, qui jouait aussi Orug, il jouait la liste que je voulais jouer à la base et où je m'étais refusé de la jouer, qui était une Mokrocha, 2 Warchanter et que des cochons. Donc il jouait 24 cochons. Mais j'avais pas voulu jouer cette partie, enfin j'avais pas voulu jouer ça parce que je me suis dit qu'en fait en termes de décor ça allait jamais passer. Et apparemment ça s'est bien passé pour lui, donc tant mieux. Et donc en fait on a deux Orug à la première place, à la deuxième place et en troisième position Seraphon avec Titi. Voilà, donc après les parties, les match-up font que du coup, par exemple, Lucrage a réussi à gagner contre Dark Rogan en Tsench, pas sur le même scénar, il s'est pas passé les mêmes choses, etc. Mais voilà, donc un bon tournoi avec des bons enseignements. Très intéressant. Ouais, bon, tu pas fait le parcours de rêve, très clairement en termes de résultats, mais c'est très intéressant de voir comment les match-ups se passent et pourquoi et comment tu perds. Et du coup, bah, fort de cette expérience, concernant cette liste-là, est-ce que tu as des conseils à donner à des joueurs qui voudraient débuter avec cette armée et plus particulièrement ce type de liste? Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une ou plusieurs erreurs à ne pas faire, en Iron Jaws? Alors déjà, le premier conseil, si vous voulez commencer en Iron Joe aujourd'hui, c'est attendez la fac. Parce qu'il semblerait quand même qu'il y ait des gros points en plus sur les Mokrochas, des gros points en plus sur les cochons. Donc je pense que demain, la liste qu'on va pouvoir jouer en Iron Joe ne sera pas la même que celle qu'on a aujourd'hui. Première chose. Ensuite, deuxième chose, globalement, si vous voulez jouer à Iron Joe, il faut adhérer au style de jeu. C'est pas le cas de Oruk, hein, je parle de Iron Joe spécifiquement. Quand vous voulez jouer Bluetooth, si elle reste encore viable avec le fait d'avoir une augmentation des points des cochons, c'est super intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une mobilité différente, mais surtout d'avoir des tricks de jeu dans un mode de fonctionnement qui est plutôt tapé dans le gras directement. Donc ça, moi, c'est ce que je recherche dans une liste, c'est plutôt d'avoir des tricks qui permettent d'étonner son adversaire et d'être un peu imprévisible dans ce qu'on va faire, ou tout du moins difficilement prévisible. Donc Bluetooth c'est super intéressant, mais Iron Sun c'est très intéressant aussi parce que du coup ça permet de vraiment se mettre à un endroit et de dire bah si tu viens avec tes 20 pauvres gars, moi je te paye un CP, je fais une charge à l'intérieur et puis derrière je te lave parce que bah, globalement moi je tape pas. Donc c'est aussi très intéressant Iron Sun. Euh, donc moi je me dis si vous voulez commencer à Iron Joe aujourd'hui, je pense que demain un mot crochat sera toujours bon, les War Chanters sont toujours bons, il restera toujours une, deux unités de cochons qui seront encore bonnes. Les brutes seront de nouveau bonnes, je pense. Les Hardboys seront toujours intéressants à jouer en tant que Tarpit, en tant que masse, etc. Et de petits dégâts aussi, ça peut être intéressant. Donc tout est jouable en Iron Joe, globalement, à part les bandes Underworld qui sont pas géniales, parce qu'elles sont trop faibles en termes de nombre de figurines. Tout est jouable, ça reste intéressant. Par contre, il faut se dire que c'est un gameplay d'agression, donc il faut pouvoir aimer l'agression, avec quand même on peut pas vraiment fiabiliser cette agression. Voilà, ça que je cherche le mot. C'est que ça reste du 3+3+. C'est génial, hein, 3+3+, on va pas s'en plaindre, hein, mais ça reste que du 3+3+. Aujourd'hui, ce qui marche très très bien, c'est quand on arrive à être en 2+2+ ou avec des rerolls, parce que ça permet de faire ce qu'on a envie que ça fasse. Mais globalement, un mot crochat qui arrive et qui s'est fait rore, par exemple, qui peut pas être à plus 1 de touche, qui n'a pas mis son plus 1 blessure de son heure de gloire ou alors de son triomphe, c'est que du 3+3+, et ben du 3+3+, ça se floppe facilement. À la reine -1 de l'orque, vous avez beau avoir tué 3 cordons pendant toute la partie et avoir 10 attaques, tout ça, si vous réussissez pas à faire des 3+3+, bah en fait, ça va pas faire grand chose avec que reine -1 dégâts 2 de base, ça va pas faire grand chose. Donc, je pense que le meilleur conseil en Iron Joe, c'est pas de foncer tête baissée et de se dire ça va passer, c'est de se dire ok, je vais envoyer ça, ça va te faire ce que ça va faire et après envoyer plutôt par vague en fait. Alors, du coup, Lucrage par exemple, a fait tout l'inverse de ce que je viens de vous dire, mais dans l'idée, c'était maîtrisé parce qu'il savait qu'en tuant ces choses-là, derrière, il allait bloquer. Donc il allait, empêcher qu'on je lui tape certaines des pièces. C'était plus un jeu d'échecs en fait, un jeu d'échange de pièces de: «Je viens ici pour te bloquer et après derrière je te donne ça pour que tu puisses me la prendre. Si tu me la prends pas, bah, je suis très, très bien. Si tu me la prends, c'est pas un drame». Donc c'était plus un jeu d'échecs que du bourrinage pur et dur en fait. Mais il y a des moments où vous êtes obligé de vous dire
bah, j'ai pas le choix que d'aller bourriner. Par exemple, ma 2e partie contre Dark Rogan, au T4, je peux très bien me dire je me suis dit à un moment donné: «Franchement, ça fait 2 tours d'affilée que j'essaie de le tuer. Là, il lui reste 6 PV, je vais me rater et c'est un drame. Est-ce que je peux faire autre chose?» J'ai regardé la table, il y a non, je peux pas faire autre chose. J'ai pas de en fait, j'ai pas de second souffle en Iron Joe. À partir du moment où vous êtes fait tuer ce que vous êtes fait tuer, j'ai pas d'invoque, j'ai pas de TP ou j'ai une TP mais qui est pas suffisamment fiable. Donc je peux pas, une fois que je suis dans le combat, je suis dans le combat, en fait. Et du coup, c'est, hyper intéressant à jouer, mais ça peut être aussi frustrant. Voilà, c'est aussi une armée, Iron Joe, hein, encore une fois pas Orruk, Iron Joe. Ça peut être aussi frustrant à jouer parce qu'il peut y avoir des parties où on arrive, on se dit: «Il y a un plan, ça va marcher, si j'ai le double tour, j'ai gagné». Et ben, vous avez pas le double tour, ça marche pas si bien que ça et derrière, bah, il y a un grain de sable dans le rouage et c'est galère. Et c'est encore pire quand vous vous faites avoir par un adversaire qui joue par exemple mieux que vous ou un trick que vous avez pas vu. Et ben là, ces moments-là, en fait, en Iron Joe, bah, c'est quasiment la loose, en fait, parce que du coup, ça je sais pas, un Mokrocha qui doit aller taper quelque chose et qui finalement n'arrive pas à le taper parce qu'il s'est passé quelque chose, bah, en fait, vous avez perdu, la létalité d'un quart de votre armée, quoi. Et voilà, donc ça peut être aussi frustrant, mais heu, on apprend beaucoup, en termes d'échange de pièces en Iron Joe, en fait, je trouve. Ouais, c'est très clairement une armée où les trades et savoir quoi échanger, comment et faire les équivalences en termes de points, c'est très important. Surtout avec des choses comme Archaon en face, où, pour avoir affronté Archaon, moi, en sob, j'ai fait l'erreur de mettre 2 géants dessus et j'ai eu Mmh. le même cas de figure que toi. Il lui restait 3 PV parce que mon Gatebreaker a fait sur, 8 blessures 3 as. Mmh mh. Et donc, savoir estimer un trade, c'est-à-dire, comparer les valeurs de coût en points des unités qui vont s'affronter pour savoir si c'est rentable d'aller taper et qu'est-ce qui se passe si le plan de jeu qu'on avait escompté ne se passe pas comme prévu de manière négative, c'est très important et Orruk, ça fait partie des armées qui vous forment à ça, parce que vous êtes pas dans une armée où vous allez rip-hop, vous avez énormément de PV, vous êtes globalement résistant. L'armée elle tient quand même, on n'est pas sur une armée en plastique, mais on n'est pas non plus sur une armée qui est très résistant. Que si on vous tape un peu dessus de manière agressive, vous avez tendance à tomber très vite. Tout à fait. Donc, bah, écoute, merci Julien pour ton analyse de l'armée. Maintenant qu'on a parlé des mots crochats, moi je vais vous retrouver pour parler d'une liste avec Kragnos, pour qu'on puisse un peu parler, du dieu de la destruction. Et ben, merci à tous, pour l'écoute. Donc voilà, ça c'était pour la liste en Bluetooth. Maintenant, je vais vous présenter une liste un peu plus particulière. Ici, j'ai choisi de ne pas mettre de Gorgontas et de ne pas mettre de mots crochats. À la base, j'avais prévu de mettre Kragnos pour une optique un peu narrative et thématique, sauf qu'il s'avère qu'entre-temps, on a eu la Big Fac qui rend Kragnos extrêmement puissant dans les armées de destruction, que ce soit grâce à sa nouvelle règle qui le rend plus tanky via la protection 1/6+, ou bien le fait de ne plus pouvoir mourir automatiquement sur les aptitudes qui tuent immédiatement une unité, mais surtout grâce à sa bulle qui offre une charge à 3d6 à toutes les unités de destruction. Donc aujourd'hui, je vous propose une liste Iron Jaws d'infanterie avec Kragnos qui va chapeauter tout ça. Donc évidemment, lorsqu'on joue de l'infanterie, en Iron Jaws, on pense immédiatement à la sous-faction d'Ashopas. La sous-faction d'Ashopas, elle permet de faire une chose très intéressante, c'est lorsqu'un Warchanter utilise son aptitude pour augmenter les dégâts de 1 de toutes les armes de mêlée d'unités Iron Jaws, au lieu d'en cibler une seule, on peut choisir de cibler 3 unités de Hard Boys et de Brutes dans l'organisation qu'on veut. Donc on peut cibler 2 Hard Boys et une Brute, 3 unités de Brutes. Et donc, ce faisant, j'ai articulé ma liste autour de cette mécanique-là. On a Kragnos, qui est une unité très létale et qui offre une charge à 3d6 qui permet d'avoir une certaine mobilité sur l'armée. En termes de mobilité, le fait d'avoir une charge à 3d6, c'est comme si vous aviez course et charge sur votre armée d'Iron Jaws. Alors statistiquement, c'est pas tout à fait rigoureux, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de l'amélioration de la mobilité que ce genre d'aptitude vous procure. Et le fait d'avoir ça gratuitement, ça nous permet aussi de donner d'autres aptitudes à nos Warchanter, car normalement, en Iron Jaws, lorsqu'on veut charger à 3d6, on utilise le Warbit du Warchanter qui permet de le faire. Ici, vu que Kragnos nous donne en bulle, ça nous permet de choisir un autre Warbit qui va augmenter la létalité de nos unités. Je pense notamment au Killabit. On peut choisir tout simplement de prendre le soin. Moi ici, j'ai choisi de prendre le Killabit, je l'ai mis 2 fois sur le Warchanter, comme ça si un des 2 Warchanters meurt durant la partie, je peux quand même profiter de ce champ de guerre. Et enfin, en général, j'ai choisi un Megaboss à pied, avec le trait de commandement Megabossy pour faire 2 fois Mighty Destroyer et augmenter la mobilité de mon armée, et je lui ai mis en artefact l'Arcane pour profiter de la téléportation via la main de Gork. Ensuite, j'ai 2 packs de 15 Hard Boys qui sont des packs donc extrêmement résistants, et comme j'étais Warchanter derrière, si je respecte mes bulles correctement, je pourrais faire des ralliements sur un jet 4+, au lieu d'un jet 6+, ce qui augmente encore une fois la résilience de cette unité. Ensuite, j'ai choisi d'incorporer 2 packs de 5 brutes pour venir complémenter la saturation de mes Hard Boys avec des unités qui ont beaucoup de perforation.
C'est pour ça que j'équipe mes brutes des armes Red-2, afin d'avoir une perforation à -2 en temps normal et à -3 lorsque j'utilise la WAG. Et enfin, avec les points qui me restent, j'ai choisi de mettre les ripaces Narfang, qui sont la bande Underworld qui chevauche des loups, et qui donc, à l'instar des chevaucheurs d'araignées, me donne une cavalerie peu chère et mobile, qui peut venir écranter ou bien infliger des dégâts sur un coup de chance, et donc forcer l'adversaire à faire un choix, soit utiliser des ressources sur une unité pas très forte, mais qui peut potentiellement se retrouver dangereuse, ou bien l'ignorer et prendre le risque que cette unité vienne outrepasser son coup en points et faire plus de dégâts qu'escompté. Et pour finir, en termes de bataillon, j'ai choisi un battle régiment avec toute mon armée dedans sauf Kragnos, ce qui fait que l'armée est en 2 pauses. Et donc le plan de jeu de la liste, c'est globalement d'avoir 2 packs de 15 hardbugs sur les objectifs qui sont très durs à tuer et qui, avec leur saturation dégâts 2, peuvent infliger de lourds dégâts à l'adversaire, tandis que les brutes vont graviter sur les flancs pour tenir les objectifs ou bien venir tuer des unités clés telles que des monstres qui ont beaucoup de sauvegarde. Et enfin, j'ai, en tant que diversion, la bande Underworld des gobelins, et grâce à la masse d'infanterie que mon armée me procure, je peux facilement protéger Kragnos pour qu'il impacte au moment décisif une unité que je veux absolument tuer grâce à sa grande létalité. Voilà, c'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire afin que moi ou Sam on puisse vous y répondre. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager ou laisser un pouce bleu. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre analyse. Salut, salut!